Bien, bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue au restaurant La Serre pour cette dégustation à la fois virtuelle mais en direct d'un superbe flacon de vin suisse. Je m'appelle donc Antoine Pétru, je suis le directeur du restaurant et également meilleur ouvrier de France en sommellerie sur le millésime 2011. On va laisser la parole aux dames pour se présenter. Hélène, je t'en prie, je te laisse commencer. Bonjour à tous, je vous vois bien mais j'en entends certains. Donc Hélène Clément, fille de chef, fraîchement blogueuse vin, mon cœur est dans la Loire et Super, ravie d'être là, merci pour l'invitation. Merci à toi Hélène. Stéphanie. Stéphanie, un midi vin, ravie de déguster une Magne 2009 avec vous. Bon, ben nous aussi. Les gars, je vous laisse prendre la parole, on va commencer par Chef Simon. Bonjour, chef Simon, Bonjour. enseignant en cuisine et sur le net aussi, et puis complètement novice en œnologie. Donc bonne première leçon aujourd'hui avec Antoine, merci. Merci à toi. Les garçons, je vous laisse prendre le relais. Emmanuel, si tu veux. Bonjour, Emmanuel Demas, sommelier, consultant en vin et puis accessoirement blogueur depuis 2005. J'ai aussi eu la chance de travailler chez La Serre, donc ravi d'être ici et en face tout Pétrus. Presque, on ne l'a pas vu encore, c'est le secret de la bulle. C'est un des secrets de la bulle. Sébastien, si tu veux y aller. Alors Sébastien, on reviendra vers toi. Jean. Bonjour, Jean Deschamps, passionné de vin depuis quelques années. De l'autre côté du Jura, côté français, donc pas très loin de chez Christophe Abbé. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Antoine lors de cette année 2011, car je suis aussi meilleur ouvrier de France en développement de site web, et uniquement pour des hôteliers restaurateurs et tout ce qui est métier de bouche. Voilà. Super, merci. Sois le bienvenu. Sébastien. Sébastien, nous te voyons, donc c'est déjà important. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je peux me présenter. Bien sûr. Donc Sacha, blogueur sur YouWineBlog, et je remercie Laetitia et Stéphane d'avoir pensé à moi pour cette dégustation. Super, voilà. Sacha. Ravi d'être avec vous aussi. Nous également. Est-ce qu'il y a un thème par lequel vous auriez déjà envie que l'on commence? Est-ce qu'il y a des questions? Chef Simon, tu nous parlais de notion d'onologie tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un point que vous voulez voir en particulier, ou alors est-ce qu'on déguste directement pour échanger au mieux? Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que tu peux nous parler un peu de Christophe Abbé ou pas? Bien sûr, oui, bien sûr. Même si on le connaît un peu, mais... Oui, on le connaît déjà un petit peu. Je crois que dans nos métiers, on a évoqué les métiers de bouche tout à l'heure, que ce soit la salle, la cuisine, la sommellerie et même d'autres corps de métier. Ce qui fait la force de nos métiers au quotidien, c'est les rencontres. Pourquoi vous présenter aujourd'hui Christophe? J'occulte complètement le caractère, moi, vin français, vin du monde. Pour moi, il y a des terroirs, mais derrière ces terroirs, il y a des hommes. Et une rencontre comme celle de Christophe, moi, en mon nom, ne m'a pas laissé indifférent. La petite anecdote, j'avais rendez-vous chez Christophe un jeudi matin à 10 h. En général, lorsque, comme Emmanuel, je parcours le vignoble, on essaye de s'accorder des rendez-vous d'une heure, 1h30. Ça a duré 8 heures. Ça a duré 8 heures pour la bonne et simple raison qu'en dehors des vins, j'ai été frappé par l'homme, par sa sincérité, par son entièreté, par sa personnalité, je dirais, hors du commun, et encore plus derrière par les vins. Par les vins, on va revenir tout à l'heure sur les terroirs suisses et sur le terroir de Martigny et de Fully pour Christophe. Mais c'est ces vins qui ont cette formidable capacité à évoluer dans le temps, ce qui est le propre des grands terroirs, mais c'est surtout le fait que derrière chacun des flacons de Christophe se dégage une émotion, une pensée, et surtout le reflet. C'est le reflet d'un instant, c'est le reflet d'un millésime, c'est le reflet d'un cépage fabuleux comme l'Humagne que l'on va tous et toutes déguster. Mais c'est tout ça qui, pour moi, fait la force du vin. On ne se cache pas derrière une étiquette, mais on se fie au savoir-faire d'un vigneron, à la sensibilité et à chaque message que peut dégager un flacon. Si vous voulez maintenant qu'on revienne un petit peu... Oui, merci. Je t'en prie. Un petit peu maintenant quelques mots sur le terroir suisse. La petite anecdote, c'est que donc, la Suisse est un pays qui en termes de qualité de production a toujours été très élevé. Mais le seul problème des vins suisses, c'est qu'on a une vraie difficulté à les retrouver en France. Dans un premier temps, 95% des vins sont bu et dégustés sur le territoire. Dans un second temps, il y a toujours beaucoup de difficultés, je dirais, à les importer.
Pour les vins de Christophe, on se situe donc à Martigny. Martigny, il faut imaginer le lac forcément. On est à Lausanne, on va faire une heure et quart de voiture pour rejoindre une région qu'on appelle le Valais. Le Valais, c'est une région montagneuse qui a beaucoup de similitudes avec la vallée du Rhône et on vient se nicher au cœur de Martigny. Martigny, c'est un vrai village vigneron, c'est l'essence même du Valais, c'est là où se situe Christophe. Ces vignes, elles, sont sur la commune de Fully, sur une altitude assez importante, entre 600 et 800 mètres, ce qui a, vous verrez tout à l'heure, une grande importance au niveau des vins. Est-ce que pour l'instant c'est clair pour tout le monde? Ouais. Moi, je voudrais te demander la première technique à mettre en œuvre quand on veut apprendre à déguster un vin, comme aujourd'hui. La première technique, et je pense dans le cadre de la bulle d'aujourd'hui, c'est déjà de se faire plaisir. Je pense que dans le vin, il y a deux types de dégustation. Emmanuel pourra approcher et appuyer ce sujet-là. Il y a dans un premier temps une dégustation technique, qui pour nous, gens du métier, faisons au quotidien, et une dégustation hédonique. Est-ce qu'Emmanuel, tu veux rebondir un peu sur ce thème? En fait, peut-être que techniquement, entre guillemets, la première chose à faire, c'est simplement d'apprendre à mâcher le vin. Et le vin, ça se mâche. C'est-à-dire qu'on dit souvent que vous prenez votre salive, hein, la salive est propre à chacun, et en fait, le vin, vous allez le lier avec votre salive. Alors du coup, quand vous allez fermer la bouche, vous allez respirer par le nez, et avec le nez, vous allez avoir tous les arômes qui vont s'exprimer, les flaveurs, les saveurs. Et surtout, vous allez avoir un aspect très tactile avec le vin, c'est vraiment très sensuel. Et du coup, quand vous allez avaler le vin, vous allez voir que le vin va dégager une énergie qui peut rester très longtemps dans la bouche une fois que vous avez craché. Et ça s'appelle la persistance, qui est très importante. Et en fait, finalement, on nous apprend à mâcher une viande, mais on ne nous apprend pas à mâcher un vin, ce qui est dommage. Et je pense que si on commençait juste par cette partie-là, mâcher, on aurait des vraies sensations. Et ceux qui n'ont jamais goûté de vin, quand ils mâchent, ils disent « Oh, il se passe quelque chose ». Et du coup, c'est plus facile pour moi d'exprimer par la suite. Donc, sur la première base, je pense qu'elle serait là. Alors après, pour le reste, je pense que c'est suffisant. Oui, je suis complètement d'accord. Alors ce que je vous propose, c'est que maintenant on va passer à la pratique. Dans un premier temps, la première indication, le premier truc de dégustation que je peux vous donner, c'est en termes de couleur. Vous voyez qu'on est dans le cadre d'un vin rouge, c'est assez explicite. C'est ce qu'il faut vous dire, c'est que plus un vin sera jeune, plus en général il aura une couleur affirmée, une couleur intense, profonde. Et plus on va évoluer, plus on va aller sur des teintes qui vont commencer à s'éclaircir, et pour aller sur des rouges un peu plus délicats. La couleur, on ne va pas y passer aujourd'hui forcément beaucoup de temps. Ce que je vous propose, c'est d'amener le vin donc au niveau du nez sur le plan olfactif, et c'est que tour à tour, on va commencer par les dames et par Hélène, vous me donniez un mot, un adjectif ou un arôme que vous évoque et que représente ce vin. Je suis pas prête. T'es pas prête? Allô, moi ça bloque, moi j'ai tout Je suis pas bloqué. prête, je vais pas ouvrir la bouteille. Ah, bon, alors Moi, tout est Stéphanie, bloqué. Commencez par quelqu'un d'autre. alors Stéphanie, je te laisse commencer. Dis-nous. Moi, je trouve ça très végétal, Tout ça très végétal, d'accord. avec des notes de sous-bois, de penser à la forêt un peu, mais Il y a une des notes typiques de l'Humagne rouge, donc qui est le cépage de cette cuvée, c'est que ça sent le lierre. Et dans le végétal, le sous-bois que tu évoquais tout à l'heure, on parle souvent de dégustation à l'aveugle dans les concours ou même avec les copains. Comment on trouve des vins à l'aveugle? C'est en ayant des référents sur les cépages. Et l'Humagne rouge, en termes de cépage, ça sent toujours ces notes végétales que tu as évoquées. Alors c'est un végétal noble, mûr, qui est parvenu à maturité et qui sent justement le lierre. Chef Simon, est-ce que tu as un mot au niveau olfactif sur ce vin? Non, pas encore. Emmanuel? Ce serait trop long. C'est pour ça que toi, je t'ai limité à un mot, parce que... Non, mais comme disait, il y a un côté un peu végétal. Et à la fois, c'est la coordination entre la force, en fait, la maturité du fruit qui est bien présente, le végétal et aussi le floral. Et c'est intéressant, c'est vraiment ce côté presque un peu violette, tu vois, ce côté vraiment floral, élégant, infini. Tout à fait. Il n'y a rien en plus du reste, hein, bien sûr, mais c'est toute une complémentarité. Je trouve que tu vois, au départ, elle est surtout très pudique, elle n'explique pas beaucoup. Et à l'aération, il commence à se libérer. Et du coup, il a cette complexité aromatique intéressante. Et on peut piocher à droite et à gauche. Et finalement, tout le monde trouve son plaisir. Donc, Okay. vraiment, c'est pour ça. On va déjà être là. Parce que... Ouais, t'as fait un mot plus quelques autres mots. Jean, est-ce que tu veux en parler?
Bah, oui, pourquoi pas. Moi, je suis d'accord avec vous sur l'aspect un peu sous-bois, petits fruits des bois, D'accord, fruits rouges mûrs. Et il y a aussi des arômes de caramel pour moi qui se dégagent. Alors, je d'accord. sais pas si elles sont liées à l'élevage, au bois, Ouais. ou si c'est lié au terroir ou au cépage, mais je ressens ce petit côté caramel derrière. Tu as deux axes en fait là-dessus. Tu l'as très bien évoqué en plus. Dans un premier temps, il y a un très léger travail au niveau de la barrique, donc au niveau d'un élevage sous bois qui amène justement ces séries qui peuvent être toujours un peu torréfiées avec le café, avec le mocha, des choses un peu plus subtiles sur ce que tu évoquais au niveau du caramel, au niveau du havane, des notes également un peu de cacao. Et ensuite, il y a la maturité du millésime. La maturité du millésime, c'est un millésime 2009 qui est réputé en Suisse pour être un millésime de bonne maturité, comme on l'évoquait, et tu peux aller sur ces notions qui sont bien mûres, comme tu l'as évoqué tout à l'heure sur le plan olfactif. Est-ce que Sacha, tu vas intervenir? Pas encore, si. Oui, bien, moi aussi. Un peu comme Hélène, ouais, je viens d'ouvrir, donc D'accord. voilà. Effectivement, moi, un petit côté, oui, végétal. Hmm. Et surtout, ouais, le fruit rouge aussi, moi. Ouais. Le fruit rouge aussi assez présent, je trouve. Un peu framboise, un peu RL. Parlé. Oui, fruit de bois, voilà. Mais je vais l'aérer un petit peu encore, mais. D'accord. Écoute, Est-ce je que suis je vous d'accord avec Excuse-moi. mes camarades. Super. Je vous propose de le passer en bouche maintenant. On va essayer d'être assez synthétique pour pas non plus tomber sur une lecture trop technique de la dégustation. Vous vous doutez bien que sur un vin rouge, on va évoluer et évoquer surtout la texture. Mais cette texture, elle va avoir deux axes. Elle peut être dessinée sur ce qu'on appelle l'attaque de bouche, donc sur les premières sensations sur de l'alcool. On peut être sur un vin qui soit généreux, bien épaulé. Et ensuite au niveau des tanins. Est-ce que l'un d'entre vous veut prendre la parole justement sur la bouche, nous expliquer ce qu'elle lui évoque? Manuel, si tu veux prendre place avec cette fois, tu as deux mots, et au bout de 30 secondes, on te coupe. Il n'est pas bavard, donc vas-y. C'est vrai. Force et énergie. Maturité de fruits. Et puis c'est vrai qu'on a une bouche qui est assez sensuelle, mais surtout très, très large, qui est assez dense. Et justement, ça peut intervenir par rapport au vent, parce que je pense qu'on ne sait pas si le fun fait des souffles ici en ce point-là. Mais c'est vrai que souvent, dans les vins suisses, on a souvent cette puissance, cette chaleur qui se dégage. Et en fin de bouche, on a une vraie énergie. Le vin, il reste longtemps dans la bouche. Les fruits, et puis les tanins sont très fins, mais ils restent quand même présents. Donc ça donne une touche d'autorité, de caractère à l'ensemble. Donc ça donne vraiment, je trouve, un vin qui est complet finalement. Dans la force de la jeunesse, hein. Mais je n'arrête pas. Bien. Mais on a fait 2 fois 30 secondes, donc au final, on est pas mal. Hein. Stéphanie, qu'est-ce que tu en dis? Moi, en bouche, je le trouve très ciselé. Oui. Et puis très chaud, effectivement. D'accord. Et voilà, c'est 2 mots pour le coup. Est-ce que tu as une impression positive au niveau de la bouche? Est-ce que pour toi, un verre appelle l'autre parce que c'est aussi une des bases de la dégustation et ensuite des plaisirs à table? Qu'est-ce que tu en dis? Oui, tout à fait. Je trouve qu'il est très gourmand. D'accord, oui. L'Humagne, après, si on veut revenir sur l'Humagne, c'est très souvent un cépage qui se livre justement sur cette matière qu'on va appeler ciselée, croquante, sur des tanins très fins, veloutés. Et c'est également un cépage qui naturellement a une fraîcheur toujours très présente. Je vous encourage à vous rendre à Martigny, on avait parlé avec Emmanuel pour découvrir l'Humagne, mais sur des millésimes matures ou sur des millésimes évolués comme des 2000, comme des 90, donc les années 90 en Suisse, 98, 96, et là on découvre le potentiel extraordinaire de ce cépage sur des notes de rose, sur des notes d'épices, sur toute une série au niveau des cuirs, qui est vraiment très subtil. Et si maintenant on passe à table, avec quel mets vous auriez envie de le travailler, de le déguster ou en profiter? Jean, si tu veux prendre la parole. Pourquoi pas, mais si on revient déjà sur l'aspect en bouche, mais déjà, faut, avant d'être technique, moi je trouve que ça goûte, que c'est bon. Déjà, s'exprimer c'est sur déjà pas mal. les sentiments, les sensations. Et effectivement, je suis d'accord avec Manuel sur l'aspect puissance, Oui. et aussi sur l'aspect fraîcheur. Et je trouve que les tanins sont encore un peu présents. Effectivement, c'est peut-être un vin qui mérite un petit peu de garde. Bien sûr. Et moi, j'aime assez bien ces vins-là, tout ce qui est Cornalin ou tout ce qui est Valais et Aoste.
Super. Et si pour manger avec, on va rester local, la viande des grisons. Ouais. Viande des grisons. Casse-croûte. Viande des grisons. Et c'est intéressant ta réflexion. Il y a un grand vigneron qui était Henri Jaillet, à Beaune-Romannais, qui disait, avec un accent bourguignon que je n'imiterai pas ce soir, mais peut-être la semaine prochaine, il ne faut pas confondre puissance et concentration, finesse et dilution. Et c'est pour moi dans les premiers paramètres qui font l'essence d'un vin. Il peut y avoir une puissance naturelle, comme dans ce flacon, mais cette puissance, elle ne doit pas perdre des yeux la finesse. Et la finesse, c'est de conserver tout le temps un équilibre, comme vous l'avez évoqué, aussi bien dans les premiers instants du vin comme maintenant, puisque 2009, c'est un millésime qui est encore enfant, tout comme ensuite au niveau de sa maturité et de son évolution. Pensez également, nous le chef les travaille ici à merveille, à les premières morilles, dans un esprit à peine crémé, quelques copeaux de comté, éventuellement même un peu de viande des grisons. C'est toujours des accords qui fonctionnent à merveille. Alors, si on se la joue côté Jura suisse, ce serait plutôt du gruyère que du comté. Alors, Bon, si on respecte reste le à Jura terroir, suisse dans ce cas. Hélène, qu'est-ce que tu peux nous dire, ou est-ce que tu as une anecdote ou une lecture à nous donner sur l'accord mets et vin? Non, rien sur les accords, mais je trouve que moi qui ne connais pas du tout les vins suisses, le nez, la bouche est assez proche du nez et c'est vraiment très droit et très élégant. Tu trouves vraiment le fruit, même en fin de bouche, même malgré la chaleur, c'est vraiment très sympa. D'accord, super. Sacha? C'est un monde. Oui, alors moi je trouve, alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, et par contre je trouve qu'il y a une petite touche de, alors, je sais pas, de l'astringence, une petite amertume un peu poivrée, je sens qu'il y a un petit, en fin de bouche, un petit quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Et alors après peut-être que je vais me tromper aussi, mais c'est vrai qu'au départ, rien qu'à la couleur et un petit peu au nez, j'aurais peut-être pensé à un pinot au départ. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est un cépage qui peut avoir, surtout au vieillissement, soit des similitudes avec le pinot en termes de finesse, en termes d'élégance, de toucher de bouche, et je trouve que même dans certains cas, tu peux aller sur certaines notes de syrah. Emmanuel l'a très bien dit tout à l'heure au niveau de toutes ces essences de fruits noirs, de violettes. Oui, voilà. On est aromatiquement dans ce même univers, avec ce qui peut distinguer l'Umagne de ces autres cépages, un supplément de fraîcheur et une notion un peu acidulée au niveau des attaques qui est vraiment propre et marquée de l'Umagne. D'accord, ok. Très bien. Et en accord mes vins, écoute, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Mais oui, non, une viande, mais je sais pas, non. Je n'ai pas d'idée là-dessus. On va demander à Emmanuel. Également. Emmanuel, qu'est-ce que t'en dis pour l'accord? Moi, j'aime la viande, et je crois que les vins rouges aiment aussi la viande. Et quand on a un petit peu de tanin comme ça, un vin rouge qui n'a pas de tanin, c'est ennuyeux. Le tanin, c'est une marque d'autorité, de caractère. Et le tanin, il aime quoi? Il aime en fait le sang. Et une viande rouge saignante, c'est remarquable. Et si en plus on est sur une viande rouge toujours qui sait d'un gibier, par exemple, ou d'un animal qui était dans le coin, justement, forcément, on trouvera un accord absolument idéal, puisque effectivement, cet animal aura évolué sur le même climat, le même terroir, le même environnement finalement que le vin. Et alors, la viande des grisons, après, je ne sais pas ce qu'on a comme viande localement, peut-être que c'est Sébastien qui peut nous renseigner là-dessus. Une viande rouge saignante, sans sauce, sans rien, juste grillée. Je pense que c'est un super compromis parce que le tanin passerait bien, que le côté un peu astringent aussi, et il y en aura cette persistance qui sera aussi gourmande et remarquable. Tu nous fais saliver là, en plus c'est l'heure. C'est l'heure. Qu'est-ce qui nous donne faim là? Christophe Moret, qu'est-ce qu'il nous fait là? Faudra aller lui demander, mais ça peut être complètement envisageable. En ce moment, le chef travaille une pièce de grenadin de veau qui est cuisinée en papillote en fait pour rendre hommage à une recette de Monsieur Lasserre. Avec quelques copeaux de truffes noires pour les dernières et la texture juste rosée du veau sur la texture fondante et délicate de l'Umagne, c'est une vraie merveille. Si on devait faire appel à Christophe Moret, mais je lui soumettrai ton idée tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions pour terminer auxquelles je pourrais répondre, vous aiguiller sur certains sujets? Je vais bien poser une petite question. C'est concernant une remarque qui disait qu'on sentait peut-être un peu les tanins, encore un petit peu. Je voulais juste savoir si au niveau de l'élevage, c'était raflé, pas éraflé, et si ça venait plus ou moins de la rafle, est-ce que ce côté tanin est encore bien présent, ou alors si c'était tout simplement le terroir qui donnait ça. C'est une super question. Tu sais, je pense qu'il y a différents paramètres dans la vinification de Christophe. Comme on l'a résumé et apprécié, c'est toujours des vinifications qui sont très douces, très subtiles. Pour moi, cette légère amertume, elle n'est pas dérangeante, bien au contraire, c'est également elle qui structure, qui apporte de la densité à la bouche et qui laisse augurer une évolution encore très douce. Donc
Il y a certainement des tanins de rave, comme tu l'as évoqué, certainement des tanins également qui sont amenés par l'évolution et ce qu'on appelle le vieillissement en cave, mais pour moi, pensez à un carafage, c'est tout simple, hein. 20 minutes en carafe avant de le servir et vous verrez que l'apport d'oxygène aura permis à la fois de gommer ces légères aspérités amenées par le tanin. Comme Emmanuel l'évoquait aussi tout à l'heure, la présence de mets ou d'une sauce un peu plus crémée ou riche enrobera également la bouche et permettra de les fondre complètement, donc pas d'inquiétude, c'est au contraire pour moi vecteur d'une très bonne évolution et d'un vrai potentiel en cave. Je suis assez d'accord, hein. Ce n'était pas un élément qui me dérangeait de ce vin, c'est simplement une question plutôt technique sur le vigneron, sur le travail en soi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Stéphanie? Non, Emmanuel? Si je commence à en poser, je pense qu'on y est encore jusqu'à demain. Donc oui, mais c'est pour ça que j'ai dit une question. Non, parce qu'il y en a beaucoup trop, mais je sais pas par laquelle commencer. Par la première. Oh, je n'ai pas vraiment. Sacha? Non, en fait, le prix. J'entends murmurer les vins de Bordeaux. Est-ce qu'il y aurait des questions sur les vins de Bordeaux, sur les campagnes de non, est-ce qu'on peut parler du prix de cette cuvée, par exemple? Oui, oui, bien sûr, on peut parler du prix. Nous, c'est une cuvée que l'on commercialise sur table à une petite centaine d'euros. C'est des vins qui partent de chez Christophe, je crois, entre 20 ou 25 euros hors taxe. Voilà. D'accord. On essaye toujours de privilégier les prix les plus doux qu'ils soient, mais c'est sûr que c'est toujours délicat dans une maison et dans un restaurant à vocation gastronomique, la notion de prix, c'est évident et j'en suis pleinement conscient. Mais c'est un flacon après, oui, qui peut se trouver ensuite soit facilement chez Christophe ou alors chez de très bons cavistes. Juste une question par rapport à toi, comment tu t'en sommelier, comment tu penses, est-ce que tu vas te mettre sur la négociation à l'aveugle, tu prends ton client, au contraire, tu lui racontes l'histoire, comment toi tu penses? C'est une question qui est importante parce que ça souligne justement le rapport que tu as avec le client et voilà, en quelques mots justement, comment toi tu sensibilises le client. Bah, tu sais, je pense que tu l'as très bien résumé, le sommelier de demain comme le personnel de salle de demain, c'est pas de poser des assiettes, c'est pas de devenir des verseurs de vin, c'est de savoir donner envie, avec simplicité. J'aime pas du tout le mot démocratiser, mais s'il faut le faire, on est au quotidien pour le faire, et c'est à la fois d'amener, je dirais, quelques notions, quelques informations en termes de vigneron, en termes de cépage également, mais de parler au niveau du plaisir de la bouche, au niveau du plaisir de table, de la notion d'accord mets et vin, mais toujours sur une approche à la fois très synthétique et le plus plaisir qu'il soit. C'est la philosophie que nous essayons et que nous dispensons ici au quotidien, c'est sûr. Merci. Merci Emmanuel. Sacha? Il y a un millésime comme le 2009 et il se garde combien de temps? Moi j'ai eu la chance chez Christophe de déguster il y a très peu de temps des Humaines de 96, de 93 également, et tu l'as vu je pense au regard de cette dégustation, tout est là pour emmener le vin dans le temps. De quoi on a besoin? On a besoin de puissance comme on a dit, de finesse, de fraîcheur, d'une assise tannique qui soit et qui commence à s'intégrer. Moi c'est un vin que j'aurais aucun problème à conserver encore 10 à 15 ans en cave. Après, n'oubliez jamais que le vieillissement, c'est également une notion personnelle. C'est-à-dire que nous le voyons au quotidien, chaque client, comme chaque amateur ou passionné de vin, a ses critères. On peut être ravi aujourd'hui des notes d'érel, des notes de framboise, de lierre que nous fait profiter l'Arvine, mais on peut également avoir plutôt envie de la découvrir plus évoluée, peut-être un peu plus complexe, sur un autre registre aussi. Il y a le critère personnel, même dans la dégustation, qu'il faut toujours prendre en compte. Tout à fait, oui. D'accord. Non, très bien. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Hélène? Non? Vous êtes trop timide. Est-ce que vous voulez savoir le lieu de mercredi prochain? J'ai des grands signes dernièrement. Vous voyez pas les verres qui volent? Si je le dis, la pub ne sera pas publiée. Donc, moi, je peux pas. Je vous remercie à toutes et tous en tout cas pour votre écoute et votre sympathie. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à la fois avec cette Humagne et puis surtout à converser ensemble parce que c'est vraiment l'esprit du vin
dans l'échange, le partage, la convivialité, ça doit à tout prix le rester, et on en est toutes et tous garants au quotidien. Tout à fait. Voilà. Merci. Merci à tous et tous. Antoine, merci beaucoup. À très vite. Au plaisir, à bientôt. Et vive Bye bye. Limagne. Merci, à bientôt.